je vois le jet ski qui arrive à toute blinde et qui fonce complètement sur Jade, qui est propulsé, explosé en l'air. Je sors sa tête de l'eau. Pour moi, elle est... je comprends rien en fait. Pour moi, elle est morte. Hein. Tout ce que j'avais connu et ce que j'espérais connaître, tout va s'arrêter. L'une des choses qui me choque le plus dans toute mon histoire, c'est l'indifférence totale, mais pire que l'indifférence. On aimerait qu'elle se remette comme dans les films, hein, en disant mais ça y est, elle va se réveiller. Non, ça marche pas comme ça. Il me disait non, mais de toute façon là c'est très grave. C'est terminé. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous accueillir encore une fois aujourd'hui dans le monde d'Olivier. Vous êtes de plus en plus nombreux à arriver, à vous inscrire sur cette chaîne, alors merci. Je reçois aujourd'hui un père, un ami aussi, parce que par la force des choses, nous sommes devenus amis à force d'échanger. Il nous vient tout droit de Bordeaux, il s'appelle Jean-Marc. Bonjour merci Olivier. d'être là, Jean-Marc. Vous allez nous parler de votre fille Jade, mais on ne va pas parler tout de suite de ce qui nous réunit aujourd'hui. On va commencer vraiment le récit pour que celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui comprennent que la vie peut être merveilleuse, belle, qu'on peut être sur des rails, parti pour un bonheur irrésistible, et puis en une fraction de seconde, la vie peut basculer. Vous étiez parti, Jean-Marc, donc votre compagne, votre fille, tous les trois, C'est ça. en août 2022, pour des vacances bien méritées en Guadeloupe. Exactement. Alors ça fait combien de temps que vous êtes en Guadeloupe jusqu'au 5 août, là, vous êtes arrivé depuis combien de temps? Là, on a entamé le 3e jour seulement. 3e jour. 3e jour sur un périple qui devait durer pour Jade une dizaine de jours et pour m'accompagner moi plutôt 15 jours. D'accord. Donc ça arrivait très tôt dans le séjour. Donc ça change rien à la douleur, mais ça arrivait très rapidement. Et puis surtout, ça arrivait avant que Jade reparte en France, avant de partir pour faire ses études à Hong Kong. Justement, parce que avant que tu nous racontes, on va parler de Jade. La jeune fille qu'elle est, elle a quel âge au moment des faits? 20 ans. Elle a 20 ans. Et cette petite, je dis cette petite Oui. parce que dans le sud-ouest, Oui. on dit c'est petite, hein, quand on parle de nos filles, parce qu'elle n'est pas très loin de la mienne, Jade. Oui. Elle a un avenir super brillant qui s'offre à elle. Ah ben, tous les voyants sont verts, c'est-à-dire qu'elle venait de faire sa première année d'école supérieure de commerce, donc école qu'elle avait eue après avoir fait les classes prépa pendant le Covid, ce qui était pas évident. Avant les classes prépa, elle avait fait 2 fois les championnats du monde de danse, qui est de hip-hop aux États-Unis, ça se passait très bien. Douée, hein. Oui, très douée, oui, elle était championne de France en équipe. En classe prépa, elle, pour se détendre, elle faisait DJ, elle jouait du piano. Et ensuite, à l'école supérieure de commerce, elle a fait donc du cheerleading. Alors, c'est pas du tout ce qu'on pense, c'est-à-dire, c'est pas juste agiter les bras avec des pompons, c'est des cascades, ce qu'on appelle des stunts. Donc, elle faisait des cascades, elle était projetée en l'air, elle faisait des sauts périlleux. Puis, elle avait gagné les championnats de France par école, avec son équipe. Donc, tout était ouvert. Je dirais la partie études, la partie amis, la partie vie. Et puis là, elle croquait la vie à plein dents, puisque là, elle était libérée, je dirais, de la pression qu'elle avait avant pour profiter de son école de commerce. Elle vivait la vie, vraiment, elle l'a brûlée par les 2 bouts. Elle était tout le temps en déplacement, tout le temps entourée. C'est quelqu'un qui a toujours été très sociable, qui a énormément d'amis à Bordeaux. D'ailleurs, plusieurs fois, je me suis fait arrêter dans la rue en disant « Tiens, ma fille, mon filleul, mon neveu connaît votre fille ». Elle a beaucoup d'amis à Bordeaux. Et honnêtement, on peut dire qu'en ce qui la concerne, et d'ailleurs je lui ai demandé, la plus belle année de sa vie, c'était 2022. C'est la plus belle aussi année que je prendrais pour dire c'est la plus belle année de ma vie. C'est la même année que l'accident, ça n'a pas de sens, mais c'est là. Oui, parce que en plus de toute cette énergie de vie, toute cette lumière, hein, parce que Jade, Oui. on peut Solaire, dire que solaire. elle est solaire, elle est jolie comme tout, Oui. Jade. Donc elle avait tout pour elle. Alors, elle a tout pour elle, parce qu'il faut continuer à être positif et je te l'ai toujours dit, à l'espoir, toujours garder l'espoir. Mais au moment où vous partez en vacances avec ta compagne de l'époque, que je connaissais d'ailleurs, parce que c'est elle qui nous avait présenté, on peut dire que vous étiez dans un bonheur constant. Total. C'est-à-dire qu'on avait, de mon point de vue en tout cas, recréé une famille. Les relations étaient très fluides. On n'avait que des beaux projets, c'est-à-dire qu'au niveau, je dirais, activité professionnelle, ça fonctionnait bien, mais on avait des projets aussi vers l'Afrique, des choses qui se dessinaient. Oui. Jade avait des projets vers l'Asie et puis des projets dans tout ce qui est domaine du développement durable qui étaient positifs, on était entouré de positifs.
Tout se passait, encore une fois, je répète le mot, mais fluide. Il n'y avait pas d'accroc, il n'y avait plus de friction. Ouais. Tout s'était éclairci. J'étais aussi à un âge où il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais des idées beaucoup plus claires, beaucoup plus sages aussi, avec, je dirais, du recul et beaucoup moins d'envie de choses, je dirais, superficielles ou inutiles. Donc, une certaine sérénité aussi à ce moment-là et un bel équilibre de vie, c'est-à-dire des relations très saines avec ma compagne, avec ma fille, entre elles. Donc, honnêtement, tout ce que j'ai cherché toute ma vie, en fait. Ouais. Il y avait beaucoup d'amour à ce moment-là dans ta vie. Beaucoup d'amour. Et comme tu l'as dit, une famille recomposée, mais qui était en train de vraiment se consolider. Voilà, exactement, en train de se consolider. Donc, ces vacances en Guadeloupe, parce que je ne connais pas la Guadeloupe, je connais que la Martinique, mais je sais que c'est magnifique. Les 3 premiers jours, vous kiffiez, c'était magnifique. Les 3 premiers jours, c'était magnifique. On parlait sans arrêt de son prochain déplacement. On était, je dirais, dans l'eau tous les deux. Je discutais beaucoup avec ma fille de ce qu'elle allait faire à Hong Kong, etc. Ouais. On avait plein de choses à célébrer, la fin de sa première année, le départ et tout. Non, tout était... il n'y avait aucune ombre au tableau. Et puis ce moment-là, je suppose que parce que le départ à Hong Kong, c'est quand même laisser partir sa petite. Pour toi, ça devait te tirailler un peu. Exactement. Ça me tiraillait de ne pas être en France au moment où elle allait partir parce que j'ai toujours été quand même proche. Ça me faisait bizarre parce que pour moi, c'était vraiment le moment où elle allait ouvrir ses ailes, développer ses ailes. Parce qu'autant la première année, elle a passé à Reims, ça c'est bien, mais partir de France, aller à l'étranger, pour les études, c'était encore autre chose. Et pour moi, c'était le début de la liberté. Et honnêtement, ce qui est spécial, je dirais, c'est que le jour où elle est née, je m'étais donné comme mission de l'accompagner jusqu'à ce moment-là. En fait, c'était quasiment écrit. C'est-à-dire jusqu'au moment où elle soit indépendante et qu'elle aille à l'étranger. Au moment où elle est née, c'était le vœu que j'ai formulé. D'être à ses côtés pour qu'elle puisse, je dirais, s'envoler, voler par ses propres ailes. Donc, pour moi, c'était très fort émotionnellement. Elle allait faire ses premiers pas de jeune fille, de jeune femme. C'était le début d'une nouvelle construction. En tout cas, toutes les fondations auxquelles tu avais contribué. Parce qu'on est des papas. En tout cas, je sais qu'on se ressemble à ce niveau-là. On a toujours été des papas très, très attentifs à ce que nos enfants poussent de la meilleure manière qu'ils soient et soient de jeunes femmes solides. Ouais. Et puis on sait qu'à un moment, elles vont s'envoler. Exactement. Et là, il était temps. On est le 5 août donc, 2022 sur cette plage de Guadeloupe. Alors, on va être assez précis parce que c'est important de préciser les lieux, les noms. C'est important parce qu'il faut que, dans la mémoire collective, tout le monde connaisse cette histoire, parce qu'il faut que justice se fasse aussi. Et pour Jade et pour toi, il est quelle heure ce jour-là ? Alors, il est... de toute façon, c'était le SMS qui est resté sur son téléphone pendant les mois où il était dans le coma. Il était 16h30. Donc, c'est le message que j'ai fait à Jade en disant jet ski à 16h30. Et donc, on prend... Je pense qu'on est à l'eau vers 16h40 et l'accident, il est vraisemblablement entre 16h45 et 16h50 pour être le plus précis possible. Sur la plage de... Raconte-moi comment ça se passe. Alors, c'est sur la plage... Étape par étape. Alors, on arrive sur la plage de Port-Louis qui s'appelle Le Souffleur, en Guadeloupe. Donc, on arrive pour déjeuner. Ça se passe très, très bien. Il y a une sorte de... Comme un barbecue, on paye ses plats, mais c'est très... c'est très vivant, c'est très énergétique. C'est... la bonne franquette, mais avec des produits de qualité. On passe un bon moment sur une table, etc. Et puis, vraiment, tout se passe pour le mieux. On adore la plage, on adore l'ambiance. Il y a des arbres à côté de la plage. Et puis, donc, je décide de proposer cette sortie de jet ski à Jade et à ma compagne. Donc, ma compagne refuse. Et puis, je vais inscrire ma fille et moi. Et là, il y a quelque chose sur lequel je n'ai pas du tout percuté au début, c'est qu'on paye la sortie en liquide et puis on ne nous donne pas. Et j'avais déjà fait du jet ski, mais j'avais complètement oublié qu'il fallait signer un contrat. Mais on ne nous donne pas ce fameux contrat. Oui, toujours, en plus. Nous, on ne donne pas de contrat, on ne nous propose pas de prendre d'assurance ou autre. On nous dit rien, on paye juste et c'est tout. Donc ça, c'est quand même assez étonnant dans la démarche parce qu'en principe, on est tenu, ils sont tenus de faire signer un contrat. C'est très curieux parce que moi, j'ai fait du jet ski et en Thaïlande et en Indonésie et au Japon. Et à chaque fois, d'abord, je devais lire des consignes de sécurité et puis ensuite signer un contrat d'assurance. Et puis, alors, ça variait aussi, le prix variait selon... Mais tu contractes ou pas. Voilà, si tu contractes une assurance en plus, selon s'il y a quelque chose. Bon, là, rien. Absolument rien. Et donc, le moment arrive pour faire la sortie. Et à ce moment-là, la gérante donc, de la base de loisirs crie au moniteur qui venait de terminer, je crois, une sortie en bouée tractée. Dit, dépêche-toi, on est à la bourre. Donc, nous, on arrive sur la plage, et puis là, on nous installe au jet ski, et le brief sécurité, et c'est important de revenir sur le fait qu'elle a dit « dépêche-toi, on est à la bourre », dure, de mon point de vue, en perception, c'est difficile à qualifier, mais maximum 1 minute et demie.
En gros, il nous explique comment on démarre, comment le jet ski s'arrête si on arrache je ne sais plus comment ça s'appelle. L'espèce Le fil, de fil voilà, qui te relie au jet ski. au moteur et qui coupe le moteur du jet ski si tu tombes. Exactement. Et il nous explique qu'on va devoir, pendant 300 mètres, avancer à faible allure. Mais ça prend 1 minute et demie. Aucune consigne de sécurité réelle, aucune consigne sur comment on doit s'arrêter par rapport à lui. C'est pas évident. Quand on est sur la mer, on s'arrête où par rapport à lui? Est-ce qu'on s'arrête vers lui? Est-ce qu'on s'arrête à une distance de sécurité? Pas de consigne de distance de sécurité. Et tout va très vite, en fait. Et il demande si on a déjà fait de jet ski, ce qui était le cas déjà des mois, mais en loisir, exactement comme le format de la sortie. Et les 2 jeunes qui sont à côté, donc c'est le 4e jet ski, il y a le jet ski du moniteur. Oui. Moi, je suis derrière le moniteur. Ma fille est derrière moi. Et derrière ma fille, il y a 2 jeunes qui sont sur le même jet ski et qui ont décidé de faire une sortie. Et eux, ils disent que c'est la première fois. Bon. Mais ça n'a pas amené plus de consignes que ça ou plus de focus que ça. Avec le recul, forcément, on refait 20 000 fois l'histoire, mais peut-être qu'il aurait pu les prendre plus près de lui, puisqu'ils étaient débutants, plutôt que de les laisser à l'arrière. Bon, mais si je résume, il y a le moniteur qui est sur son jet ski, toi qui es sur le tien, Jade qui est sur le sien, et ces 2 jeunes qui sont à 2 sur un jet ski. Exactement, 2 jeunes qui ont entre 20 et 25 ans. Donc on commence la sortie à très faible allure, et puis là, au bout d'une minute même pas, il s'arrête et il nous demande donc de s'approcher de lui, mais il remet il fait un rappel à l'ordre aux 2 jeunes qui allaient plus vite que prévu sur la zone des 300 mètres, en leur disant qu'ils allaient trop vite, et il a hésité, mais il les a pas exclus de la sortie. Si on prend l'exemple des États-Unis, ça aurait été rédhibitoire. Déjà, il n'y aurait pas d'histoire, puisqu'ils n'ont pas suivi les consignes, ils seraient sortis. Donc, il les maintient dans la sortie, et puis il part, il dit maintenant, allez-y, vous pouvez mettre les gaz. Il part à fond, il nous dit de le suivre. Honnêtement, moi, je ne vois pas forcément le mal à ce moment-là. Je me dis, bon, ok, on le suit. Et ça va vite. Ça va vite. Ça va à 60 km/h. Oui, ça va vite. Et puis, c'est lourd. Donc, quel est l'état de la mer ce jour-là? C'est plat? Totalement plat. D'accord. C'est vraiment aucun nuage, aucune pluie, aucun vent, rien. C'est totalement plat avec une visibilité. C'est une bonne question, une visibilité qui est très, très forte. Il s'arrête. Donc, moi, j'étais derrière lui, je ne sais pas, à une 50aine de mètres, un peu plus. Je m'arrête assez loin de lui. Et puis, ma fille arrive et je me retourne. Donc, en fait, elle est dans mon dos. Et elle est sur le scooter, donc parallèle par rapport au rivage, si on imagine. Oui. Et j'ai à peine le temps de lui dire « C'est super, on va passer un bon moment ». Je peux décrire comme ça, c'est comme dans un film quand on voit des accidents, je vois le jet ski qui arrive à toute blinde avec les deux jeunes hommes dessus. Mais vraiment, c'est comme si ça passait de l'écran et qui fonce complètement sur Jade, on peut le dire, qui est propulsé, explosé en l'air à plusieurs mètres de haut. Et moi, je regarde ça médusé, je suis complètement sidéré. Donc, Jade est propulsée. Complètement propulsée, c'est-à-dire qu'elle fait quasiment un tour sur elle-même à la perpendiculaire. Elle tombe à, je sais pas, une dizaine ou plus de mètres par rapport à son jet ski. J'ai encore le bruit en tête, et puis là, c'est la sidération totale. Et les 2 jeunes sortent la tête de l'eau et je la vois pas. Donc, j'aperçois une masse flottante, je plonge. Et je récupère donc ma fille dans le coma complet. Au moment, je crois qu'elle était morte. D'accord, vous aviez des gilets de sauvetage. On avait des gilets de sauvetage. Bonne remarque aussi, c'est qu'en fait, les gilets de sauvetage, on les a mis nous-mêmes. Alors que ce qui se pratique, je ne sais pas si on peut parler de procédure, mais ce qui se pratique, c'est que souvent, les gens, les moniteurs mettent et ajustent le gilet de sauvetage pour 2 choses. Pour s'assurer que c'est bien mis, mais aussi pour, je dirais, voir s'il y a une haleine un petit peu qui sent l'alcool ou pas. Ce qu'il n'a pas fait. Chacun a mis le gilet tout seul, de façon autonome. Donc, on n'a pas eu ce petit geste en plus. Mais ceci dit, ça n'a rien changé, parce que, je peux l'évoquer maintenant, que ça soit la gérante ou le moniteur, ils savaient que les 2 jeunes avaient bu. Mais ça, je l'ai appris quasiment 2 ans après. D'accord. Voilà. Donc, au début, je ne le sais pas, mais ils le savaient. Ils étaient tout à fait conscients qu'ils avaient bu. De toute façon, voilà, on va raconter exactement ce qui s'est passé ce jour-là, et ensuite, bien évidemment, tout le reste. Mais nous sommes là aussi pour évoquer toutes les règles qui n'ont pas été respectées ce jour-là, qui aujourd'hui doivent l'être, parce que nous sommes en Guadeloupe et nous sommes en territoire français, donc sous le coup de la loi maritime française. Et puis, bien évidemment, on évoquera le combat qui est le tien aujourd'hui, d'essayer, comme M. Aleno, de légiférer pour que ce type d'abrutis, parce qu'on ne peut pas les appeler autrement, ne puissent plus prendre ce type d'engins qui sont des engins de la mort, qui peuvent faire beaucoup de dégâts, ainsi que des bateaux. Enfin, en tout cas, légiférer le maritime. Aujourd'hui, comme on légifère le routier. Ouais. Mais là, donc, tu récupères Jade qui a perdu connaissance. Oui, je sors sa tête de l'eau
pour moi, elle est... je comprends rien, en fait. Pour moi, elle est morte. Hein. Parce que la puissance du choc, il faut réaliser que le jet ski allait entre 50 et 60 km/h à toute blinde avec le poids. Il est passé sur le corps de Jade. Hein. Il est remonté comme ça. D'accord. Son jet ski était pris Jade à perpendiculaire, oui, de côté. Donc, totalement inanimé. Je l'amène vers le moniteur, on la hisse sur son scooter et moi, je hurle comme un fou. Hein. Je hurle à la mort, en fait. Pour moi, pour moi, c'est le drame absolu. Hein. Elle est sur le rivage et puis moi, je suis seul quelques mètres derrière en train de pleurer et de comment dire, dans un état second. C'est impossible à décrire parce que c'est ce que tu as dit au début, c'est que tout change, mais comment dire, un rideau se déchire dans un temps où il n'y a rien de logique, en fait. On ne sait même pas pourquoi on est là. On ne sait même pas pourquoi ma fille est étendue par terre. C'est cauchemardesque. Ce qui s'est passé, c'est cauchemardesque. On avait un plan prévu forcément pour la soirée et même pour le jour d'après. C'est imprévisible et puis surtout, c'est d'une violence. Et ce qui est terrible, c'est qu'au moment du choc, moi, j'ai senti toute ma poitrine qui s'envolait. C'est-à-dire que j'ai ressenti pendant plusieurs semaines une sorte de trou au niveau de la poitrine. Il y en a qui disent que c'est parce que j'ai voulu, au point de vue, je dirais, métaphorique, me jeter pour aider Jade. Mais ce qui est sûr, c'est que je sens que la vie ne sera plus jamais pareille. Je sens que... Tu sens que c'est grave, Jean-Marc? Ah là, je sens que c'est grave et que tout ce que j'avais connu et ce que j'espérais connaître, tout va s'arrêter. Oui. Et que ça va être l'enfer total. Parce que, bon, c'est pas forcément original, mais il aurait pu m'arriver n'importe quoi à moi, à la limite. Oui. J'ai vécu une belle vie, jusque-là, il n'y a pas de souci. Mais le pire qui pouvait m'arriver, en plus, c'est très... j'avais toujours visualisé le fait de l'accompagner jusqu'au moment du voyage, mais j'avais aussi une peur, comme tous les parents, et je vais prendre l'image, c'était France Gall qui a perdu sa fille. Et cette histoire m'a tellement marqué que je me disais, parce que France Gall, elle a un recul qui, moi je ne l'ai pas du tout, qui disait qu'elle a eu la chance de voir sa fille pendant 20 ans, oui. Mais cet âge-là, précisément, c'est ça qui dans l'histoire est perturbant, c'est cet âge-là, cette histoire-là, elle était gravée en moi, c'est que c'était ma peur la plus forte, mais consciente. C'était pas quelque chose qui est... Et les histoires d'étudiants qui perdent la vie quand des accidents dramatiques alors qu'ils sont au démarrage de leur vie, comme tu as dit, de leur vie d'adulte. Oui. Et le drame est arrivé là, donc voilà, il pouvait, de mon point de vue, rien arriver de pire, rien arriver de plus destructeur. Non, de toute façon, lorsqu'on est père, que l'on soit avec un bébé, notre bébé dans les bras ou... que notre enfant ait 20 ans, à partir du moment où on est père, on a le cœur prêt à exploser pour son enfant. Donc, exactement ça. Donc, je me suis toujours mis à ta place lorsque tu m'as raconté toute ton histoire et je suppose que oui, que ça devait être cauchemardesque au point de te dire je vais me réveiller. Oui, comment on revient en arrière, hein, c'est ce qu'on se dit. Comment on refait machine arrière. Parce que lorsque le choc a lieu, en plus, vous êtes à combien de mètres de la côte? C'est ça qui tout l'enjeu aussi. On est entre 300 et 500 mètres. 300 et 500 mètres. C'est ce que je dirais, oui. Donc, c'est toi qui ramène Jade? Alors, on est sur le jet ski du moniteur qui me ramène avec Jade. Oui. Donc, on est 3 sur le jet ski. Et puis, je hurle vers ma compagne pour appeler les secours. Mais je hurle comme un dératé. C'est vraiment... Et donc là, tout le monde sur la plage commence à réaliser que quelque chose s'est passé. Donc, il y a des gens qui se réunissent autour de Jade. Il y a quelqu'un qui était un docteur qui vient. Mais ce qui est spécial dans l'histoire, peut-être qu'on le réévoquera après, mais c'est que la gérante n'est pas venue parce qu'elle n'a pas osé laisser sa petite cabane toute seule ou elle n'a pas voulu la fermer. Et le directeur de la base nautique, lui, il est parti récupérer le jet. Et c'est sur la route qu'il a appelé en disant « Est-ce que vous avez appelé les secours ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même choquant, au-delà de tout ce qui s'est passé. C'est que moi, l'une des choses qui me choque le plus dans toute mon histoire, c'est l'indifférence totale. Mais pire que l'indifférence, c'est honnêtement, ce qui compte, c'est les jets, quoi. Et ce qui compte, c'est de laisser la cabane ouverte au cas où il y a des gens qui viennent chercher pour s'inscrire pour une sortie. Mais ça, c'est écœurant. Il n'y a même pas de tentative d'appel dans les jours qui ont suivi. Parlons pas des semaines ni rien. Donc ça c'est... Mais on va comprendre pourquoi après. Oui, après. Oui, tout à fait. Ouais. Parce que nous sommes là aussi aujourd'hui pour que la France entière et puis voir plus de monde encore, puisque cette vidéo va être vue aussi là-bas en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique. On va bien savoir de qui on parle, de quel endroit, à quelle époque, et pourquoi ces gens-là ont-ils agi comme ça, avec aussi peu d'humanité. C'est que
les choses n'étaient pas tout à fait en règle. Donc voilà pourquoi ils ont agi comme ça. Parce qu'il fallait sans doute très vite s'occuper du jet ski pour peut-être le planquer, je ne sais pas. J'imagine que... Pour évaluer les dégâts pour les sorties futures. Je sais pas. Oui, en tout cas, on a pensé... En tout cas, ces gens-là ont pensé à tout sauf à Jad, à ce moment-là. Les secours arrivent au bout de combien de temps? Là, en termes de perception, c'est compliqué. Au bout de 15-20 minutes maximum. 15-20 minutes, donc ils arrivent assez rapidement. Oui, quand de ce même. côté-là, ils arrivent plutôt vite. Il y a un hélicoptère qui arrive. Donc là, je me rappellerai toujours la traversée de la plage jusqu'au stade de foot où il y a l'hélicoptère. Et moi qui était à côté de Jade et je répétais comme un robot où tu vas gérer, c'est-à-dire que si elle doit aller dans l'idée, c'était aller jusqu'au bout, c'est-à-dire que si elle n'était plus là, moi j'allais la rejoindre. Voilà, ce dont je me rappelle, c'est que j'étais là. Ils n'ont pas voulu me prendre parce que j'étais trop, trop incontrôlable et trop désespéré. Mais ce qui est fou aussi dans toute cette situation qui était insupportable, c'est que j'ai pris la voiture moi pour aller à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu organiser, on ne nous a pas rapatriés, on ne nous a pas pris du tout en charge. Personne ne vous a pris en charge? Non, donc c'est moi qui suis reparti, tant bien que mal pour conduire jusqu'à l'hôpital. Mais le tout entre le moment où elle était sur la plage et le moment où elle décolle, c'est maximum 45 minutes, 1 heure. De ce côté-là, on ne peut pas dire... 45 minutes, 1 heure. Oui. Elle reçoit des premiers soins donc sur la plage. Ah ben, elle est immobile. Oui, alors il y a un docteur qui vient, qui essaie de constater ce qui se passe. Donc moi je n'ai pas d'idée du diagnostic à ce moment-là. Ensuite, je la vois sur une civière où il y a sa tête qui est maintenue. Et puis je vois surtout ses muscles tétanisés. Et on n'a aucune idée, sauf que je sais qu'elle a envie, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer, la gravité. Et donc après, ça va être la lente, le long parcours de découverte, non, puisqu'en fait, on n'a rien découvert après. Mais extérieurement, en fait... Il n'y a rien. Extérieurement, il y a rien. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a juste une petite blessure qui saigne, mais légère. Légère au niveau de la tête. Voilà, très, très légère, oui. C'est ça. On n'a pas l'impression qu'il soit passé quelque chose susceptible de causer un drame. Les deux chauffards de la mer qui ont percuté Jade, parce que tu parles de l'arrivée des secours, mais je suppose que les gendarmes suivent à un moment. Les gendarmes ont suivi, oui, tout à fait. D'accord. Est-ce que les gendarmes appréhendent les deux gars? Alors oui. Est-ce qu'ils sont testés au niveau de l'alcool? Ils ont testé aussi Jade, d'ailleurs. Oui. Donc ils arrivent, effectivement, ils apprennent les deux jeunes qui on peut dire d'un certain côté, ne cherchent pas forcément ni à s'enfuir, ni à... Sauf au début, quand on était dans l'eau, parce qu'au début, ils m'ont dit, elle va se réveiller, il ne s'est rien passé. Donc ça, c'était vraiment ce qui est assez choquant. Ils m'ont dit... elle va se réveiller, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, là, ils étaient dans le déni, mais après, une fois qu'ils ont vu que l'accident était sérieux, ils ont plutôt, coopéré avec la gendarmerie, puisqu'ils ont donné leur téléphone portable, ils ont filmé. Alors, j'ai vu la vidéo lors du procès, on voit pas bien, mais on sent la vitesse et on entend le bruit. Ils filment? Ils filment, oui. Ils se filment comme ça. Ouais. D'accord. Donc, il y a une vidéo de l'accident. Oui, il y a une vidéo. Ce qui est plutôt un élément important. Ce qui est un élément important, tout à fait. Et ce qui montre aussi qu'ils n'étaient pas prudents et que le moniteur, à quelque part, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce qu'en priori, on pourrait se dire qu'il les voit de loin, en train de se lâcher. C'est pas du tout conseillé de faire du jet ski et de se filmer en même temps. Je veux dire, c'est pas quelque chose. Ce qu'il faut savoir à ce moment de notre échange, c'est que ce jour-là, toi, tu es derrière le moniteur, mais Jade est sur un jet ski et que ces deux garçons sont sur un jet ski qui nécessite d'avoir un permis pour conduire ces engins. Tu ne peux pas conduire ces engins qui sont considérés comme des engins nécessitant d'avoir un permis. Donc, on ne conduit pas comme ça un jet ski qui va à 60-70 km/h sur l'eau. Donc, du coup... Et quel est le profil de ces deux jeunes? Je t'ai jamais demandé. Le profil, ce sont plutôt des gens normaux. Tous les deux travaillent. Il y en a un qui est dans le domaine de la logistique, l'autre, je ne sais plus dans quoi il travaille. Il y en a un qui était à Paris et qui venait voir son cousin. Non, le profil, c'est qu'il y avait un événement qui s'est produit dans leur famille. Ils ont passé la journée, je dirais, sur la plage à boire un petit peu de whisky Monster, comme ils disaient, et aller se baigner, boire du whisky Monster et se baigner. C'est plutôt des gens normaux, lambda, je dirais. Des gens plutôt responsables, en plus. Plutôt responsables, et puis de bonne famille, on peut dire ça. C'est pas des gens ils ont aucun passé judiciaire. Ils sont en vacances ce voilà. jour-là, et comme deux poteaux, c'est ça. Ils s'allument un peu sur la plage, parce que, voilà, et... Bon, l'imprudence, après, c'est bien évidemment de prendre un jet ski, alors qu'ils ont été contrôlés à combien de grammes d'alcool? Alors, tu te souviens ou pas? Ils étaient au-dessus de la norme, mais ils n'étaient pas loin de la norme. Ils étaient entre 0,5 et 0,7. D'accord. Donc, ils ne sont pas totalement pas ivres morts, non. Non plus. Non, pas ivres morts.
Suffisamment pour être grisé, sûrement, mais pas y remords, non. Bah, en tout cas, ils sont au-dessus de la norme. Bon, donc la loi, c'est la loi. Tu arrives à l'hôpital, Jade est très vite prise en charge parce que c'est l'hôpital de Pointe-à-Pitre, Oui. qui est un bon hôpital. Oui, tout à fait. Ouais, non, Ouais. pas de problème vis-à-vis de ça. J'arrive là-bas, on nous met dans une petite pièce et il n'y a pas vraiment de nouvelles. Et moi, je sais qu'à un moment, ils viennent nous voir en disant que c'était effectivement extrêmement grave et qu'ils ne peuvent pas se prononcer. Moi, j'étais par terre en train de me rouler de douleur par terre. On a attendu plusieurs heures avant de pouvoir la voir. Et là, il démarre quelque chose qui est assez bizarre, mais que malheureusement, j'avais anticipé. Et ils nous disent, on va essayer de la réveiller demain ou après-demain, donc revenez demain, comme ça, et on nous laisse partir. On ne vous explique pas pourquoi Non, on nous ce explique pas. procédé? Non, on ne nous explique pas. On nous dit qu'elle est plongée en coma artificiel. Ouais. Donc ça, on nous l'explique. On vous explique qu'elle a sans doute un hématome. Tu sais, souvent, c'est parce qu'il y a un hématome et que l'on doit attendre que l'hématome se résorbe avant de réveiller le patient. Alors, je ne sais plus si à ce niveau de détail, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils voulaient faire d'autres analyses le lendemain. Oui. Et ils nous disent de rentrer, de revenir le lendemain. Mais ce qui est aussi étonnant, c'est qu'ils nous laissent vraiment... Ce qui nous a pas aidé, c'est qu'on est vraiment laissé à nous-mêmes. Ils nous laissent partir comme ça, à plus de minuit, 1h du matin, sans autre consigne. Il n'y a pas de prise en charge psychologique du tout pendant tout le séjour, même après en France, il n'y a pas... Sauf que je suis allé le demander. Mais... Donc, on rentre et là, c'est la vie, c'est cet endroit qui était, comme tu dis, paradisiaque. Ouais. Ça devient une sorte d'enfer, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans la nuit en train de rouler. Bien entendu, je ne dors pas, ça c'est évident, je ne dors pas du tout. Le matin, on se lève. Et là, forcément, lorsqu'on arrive, ils nous disent non, ils n'ont pas pu la réveiller, ça n'a pas marché, il faut encore attendre un jour. Et ils commencent à nous dire que les analyses, il y a un point positif, c'est qu'elle n'a pas été touchée à la moelle épinière, donc elle n'est pas tétraplégique. D'accord. Ce qui était une inquiétude réelle de mon côté. Entre autres, parce qu'il y en a plein d'autres. Ce qui est une très bonne nouvelle. Oui, ce qui reste une très bonne nouvelle. Donc, elle n'est pas touchée là. Par contre, elle a plusieurs impacts au niveau de la tête préfrontale. Ils disent que là, ça peut prendre du temps. Et dès le début, on me dit, de toute façon, préparez-vous à un marathon. Donc, un marathon, c'est difficile à évaluer. C'est un professeur qui te dit ça ou alors, on est en plein été en Guadeloupe. Oui. C'est beaucoup d'internes, en fait. C'est pas quelqu'un qui a une maturité de fou. C'est plutôt une équipe de jeunes, les docteurs professeurs. Là. Oui. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas crédibles, c'est pas ce que je veux dire. Mais on a des gens déjà qui changent d'équipe assez souvent, parce qu'on aura 3-4 interlocuteurs pendant la Guadeloupe, minimum. Et il n'y en a pas forcément, je dirais, ceux qui sont là d'habitude sont en vacances. Donc ça, le changement d'interlocuteur n'était pas évident. Mais ce qui laisse penser, c'est que c'est très, très grave, sans en dire plus, qu'il faudra des années. Ça, ils le disent dès le début. Ça, d'emblée. D'emblée. Et il faut le remettre, je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tout se passait bien, quand on le remet dans son contexte, c'est impossible de percevoir qu'il faut attendre 3, 4, 5 ans pour qu'il se passe quelque chose. On n'arrive pas à le réaliser. C'est que tout d'un seul coup... Et comment veux-tu accepter ça? On aimerait qu'elle se remette comme dans les films, en disant « mais ça y est, elle va se réveiller ». Non, ça ne marche pas comme ça. Et, ça doit être très compliqué à recevoir comme... c'est très compliqué. De toute façon, toutes les nouvelles, là, ont été à chaque fois me bouleverser. Et il a fallu attendre une dizaine de jours pour qu'elle soit encore plus catastrophique, malheureusement, quand quelqu'un est rentré de congé. Oui. Ils ont fait une IRM beaucoup plus pointue. Et là, ils ont vu que le tronc cérébral était touché. Et là, en gros, ils disaient elle est perdue. Elle peut survivre, mais elle sera perdue en tant que... elle n'aura pas dit, quoi. En gros, il dit ça dès la Guadeloupe. Et là, c'est une douleur. Encore une fois, c'est indéfinissable parce que qu'est-ce que ça veut dire? Et là où c'est très frustrant, c'est qu'ils ne donnent pas vraiment de détails. Et je les comprends. Alors, ils ont une philosophie qui a été la même appliquée partout, c'est qu'ils préfèrent prédire le pire pour qu'au cas où ça ne se produise pas, ça soit une bonne nouvelle. Mais ils prédisent plutôt le pire. Et il n'y a aucune idée. Alors, statistique, c'est sûr que c'est difficile. Moi, je leur demandais, mais il y a combien de chances sur combien qu'elle puisse en sortir? Qu'est-ce qui peut se passer? Ils me disaient, non, mais de toute façon, là, c'est très grave. C'est terminé, quoi. Je veux dire, elle va rester dans le coma ou en état végétatif. Ils disent ça brutalement et honnêtement, c'est très dur à accepter. Mais on ne vous prépare pas du tout à ça? Non, ils sont très cash. La méthode, c'est toujours la même. C'est ils nous mettent dans une petite pièce, sur 2 chaises, et ils nous disent ça. Ils commencent par ça, c'est pour casser pour directement rompre, je dirais, tout espoir. Tout espoir, exactement. Pour tout espoir. Et ils disent, c'est terminé. D'accord. Voilà. Donc là, on vous dit quoi? On vous dit,
il va y avoir un moment où il va falloir débrancher les machines. Et là, ils disent que c'est très grave, mais en même temps, ils disent on ne sait pas, on va quand même tenter de la réveiller. Et ce qu'il y a, c'est que surtout, nous, on voulait organiser le rapatriement sanitaire. Ouais. Et en fait, ce que je ne savais pas et que peut-être des personnes ne savent pas, c'est que comme la Guadeloupe, c'est la France, en fait, il n'y a pas de rapatriement sanitaire. Il n'y en a pas, puisque c'est considéré en France. Oui. Donc, on va pas, c'est pas comme si on était dans un pays étranger où on nous rapatrie. Donc là, il n'y en a pas. Donc, c'est pas pris en charge. Ça, c'est pas un détail, c'est pas pris en charge par la Sécu. Donc, il me faut quelques jours avant de trouver une assurance. C'est mon assurance habitation qui a pris en charge. C'est pas l'assurance de la carte, c'est pas l'assurance, encore une fois, maladie, mais c'est l'assurance donc que j'avais sur l'habitation qui permet le rapatriement de Jade. Parce que sinon, juste pour donner un autre détail, sinon ça représente à peu près 10 fauteuils d'avion qu'il faut réserver. Voilà. 10 fauteuils d'avion Ouais. pour qu'elle soit rapatriée. Allongée avec toutes les machines. avec un personnel de secours. Il y a 3 personnes. Ouais. Donc là, heureusement, on arrive à organiser le rapatriement sanitaire. L'histoire veut qu'on rentre le jour où ma compagne de l'époque et moi devions rentrer. C'est exactement l'avion qu'on avait réservé. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut y voir comme signe. On l'a rapatrié à Bordeaux. Et à Bordeaux, ils remettent une couche, mais de façon beaucoup plus tonique et agressive que Pointe-à-Pitre. Le lendemain, ils ont refait une IRM. Et là, comme à chaque fois, je dis que Jade était une grande sportive parce qu'on ne devient pas... On n'arrive pas au niveau qu'elle a eu par hasard, donc elle avait quand même un passé de sportif très élevé. Oui. Ce qui n'est pas anodin quand il y a des accidents qui sont graves. C'était une petite athlète. Oui. Non, elle avait vraiment un physique très, 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 très puissant. Il nous reçoit dans une toute petite pièce, et là, il dit « Votre fille ne dansera plus ». Alors là, c'est pire, parce que non seulement c'est une nouvelle qui fait mal, mais surtout, là où je ne les comprends pas dans la psychologie, c'est qu'ils décident d'attaquer sur un angle où ils savent très bien que moi, j'ai un affectif, un niveau émotionnel très élevé par rapport à ça. Donc, il dit, voilà, votre fille ne dansera plus, elle ne marchera plus, et vraisemblablement, elle restera dans le coma, et peut-être qu'il faut envisager de la mettre, je dirais, dans un centre où elle est à côté d'autres personnes dans le coma pour toute la vie. Et là, c'est tellement dur, en fait, que... Encore une fois, moi, je m'effondre parce qu'on a beau nous dire ça à chaque fois qu'on repart, on essaie de se reconvaincre qu'il faut rester, qu'il y a de l'espoir, parce qu'elle est quand même en vie, hein, ce qui est pas négligeable dans l'histoire. Elle est en vie, alors que elle aurait pu être morte. Mais à chaque fois, ça fait la même douleur. Et c'est à ce moment-là que moi, je décide d'aller en bureau de santé mentale. On dit ça de façon élégante, je trouve que c'est bien, parce que j'ai quasiment pas dormi pendant les 17 jours qu'on a passés ensuite à Pointe-à-Pitre. J'avais un niveau de tension et puis des pensées assez morbides. Donc de moi-même, j'ai décidé d'aller en bureau de santé mentale pour avoir des médicaments. Puis marquer une pause sans marquer doute. Une pause, tout à fait. Et puis être encadré. Oui, qu'on te remette en selle parce que c'était un combat de toute façon. À partir du 5 août 2022, tu n'as plus dormi. Je dormais maximum 1 heure, je pense. C'était sur un état de tension tel que... non seulement je ne dormais pas, mais en plus je ne bâillais pas, il n'y avait pas de sensation de fatigue. Donc du coup, tu vas vers ce bureau de santé et on te donne quoi pour aller mieux? Mais là, on me donne, alors, je ne suis pas un spécialiste en pharmacie, mais un médicament que beaucoup de gens connaissent contre la dépression qui s'appelle l'Effexor. On me donne des choses qui sont censées calmer comme du Seresta. Donc on me donne des choses plutôt lourdes. Et tu arrives à enfin dormir? J'arrive à enfin dormir et puis surtout, je suis quand même dans un cadre... où s'il y a un problème, je ne suis pas tout seul, mais il y a un avantage que j'ai par rapport aux autres qui sont en bureau de santé mentale, c'est que j'ai une liberté de mouvement, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et je suis en fait à côté de l'hôpital. C'est-à-dire, je peux y aller, c'est à 200-300 mètres de l'hôpital de Jade. Tu peux aller voir Jade tous les jours. Donc, je peux aller voir Jade tous les jours, être à son chevet, être à ses côtés, ce qui me permet quand même, je dirais, non seulement de la voir et de continuer à espérer, mais aussi de pouvoir, je dirais, prendre soin de moi. Parce que tu as eu besoin de prendre soin de toi. C'était absolument nécessaire à ce moment-là. Mais là, c'était nécessaire parce que je tenais plus du tout. Et puis, ce qu'on ne peut pas négliger, c'est les idées noires. Parce que par rapport au flux de nouvelles, faut dire la vérité, même si c'est peut-être pas la meilleure chose à dire, mais c'est que les idées noires d'en finir, forcément, elles n'arrêtent pas de traverser l'esprit en permanence. Parce que se projeter dans quoi? Se projeter comment? Et puis ça veut dire quoi concrètement? Non, mais tu me l'as dit à l'époque. À l'époque, tu m'as dit que tu n'aurais jamais supporté que ta fille s'en aille. Ouais, je pense que non. Non, de toute façon, j'avais appelé, pendant qu'elle était dans le coma, j'avais pris des renseignements en Belgique et en Suisse, puisqu'en France, c'est compliqué. Oui. Donc, non, il y a un état, je dirais, qui est trop marqué pour prendre le risque de rester tout seul. Et après, il y a une autre chose qui s'est passée, je ne sais pas si on en parle là, mais ils ont voulu la débrancher. Et ça, c'est important d'un moment d'évoquer. Tu m'en as parlé. Oui, c'est ça.
il y a un moment où on t'a dit c'est fini, il faut que vous preniez la décision que tu as refusée d'ailleurs. Ce qu'il y a, c'est que donc, on les revoit 2 fois après les mauvaises nouvelles et puis ils continuent à dire des nouvelles assez graves. Et un jour, on me demande, au bureau de santé mentale où j'étais, on me dit: «Tiens, venez, il y a ma sœur et ma compagne». Donc je m'assois entre elles, ce que je ne savais pas vraiment, je ne savais pas ce qu'elles faisaient là. Et donc ça, c'était au bureau de santé mentale et le personnel, quoi, les gens qui s'occupaient déjà dans l'hôpital se déplacent et ils sont 4 ou 5. Et ils me mettent dans une pièce, ils sont du côté de la porte, moi je suis tout au fond de la pièce. La professeure me dit: «Ben voilà, monsieur Poncher, on pense qu'il faut la débrancher, que c'est beaucoup mieux pour elle». Là, on passe quand même sur un palier supérieur, on est plus dans l'idée qu'elle va rester dans le coma ou qu'elle va être en état végétatif, il faut la débrancher. Donc il faut pas d'autres mots, quoi, il faut la tuer. Et je fais mine de me lever pour aller aux toilettes. Et en fait, je cours. Parce que je me sens regardé par toutes les personnes de cette salle comme la place que personne ne veut vivre. C'est sûr que personne ne va être à ma place. Je ne sens pas vraiment de compassion. C'est très brutal. On me demande de choisir ça. Et c'est important dans le détail, c'est que comme j'ai voulu m'enfuir, ils ont pris ça comme une tentative de suicide. On m'a retiré le droit de décision. C'est-à-dire que pendant 5 jours, moi, je n'ai plus la capacité de décider quoi que ce soit. Et qui avait le droit de décision? Ma sœur et la mère de Jade. Et moi, en fait, on me l'a retiré, on m'a mis la camisole, si tu veux. Voilà, donc je me suis retrouvé dans une salle avec une camisole parce qu'ils avaient peur que je bouge. Moi, je n'avais pas d'intention de suicide, je voulais juste qu'on me laisse tranquille, qu'on me foute la paix, et qu'on arrête de me dévisager. Et puis, je passais tout le temps pour la personne, je dirais, triste, incontrôlable, etc. Et je n'avais pas envie d'être perçu comme ça. Et surtout, je voulais quand même être isolé, je n'avais pas besoin d'avoir tous ces gens qui me regardent. Donc, ça a été un passage très, très difficile. Et donc, dans les faits, oui, j'ai m'étais élevé contre le débranchement de Jade, mais il y a aussi ma sœur qui s'est prononcée de ce côté, et aussi sa mère, il n'y a pas que moi. Donc, personne n'était d'accord avec cette décision. Donc, c'était une décision forte, mais aussi pareil, hein, on ne sait pas du tout dans quoi on s'engage, parce que il faut quand même réaliser, il faut l'avouer, c'est qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça vaut de passer toute sa vie dans le coma? Oui. On se pose la question. Est-ce que c'est ça qu'on veut pour son enfant? Est-ce que ce n'est pas une décision aussi égoïste que de dire non, on ne veut pas la débrancher? Honnêtement, c'est une décision, je la souhaite à personne. Bien sûr. Je ne sais pas s'il y a plus affreux que ça, en fait, parce qu'elle serait morte sur le coup. C'est décidé à notre place, mais nous remettre la décision là-dessus. Et en fait, c'est horrible. C'est horrible. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est que, en fait, à vérifier, mais le coût d'une chambre en réa, c'est 8 000 € par jour. Et en fait, comme ils avaient peu d'espoir de la réanimer sur un délai court, ils voulaient libérer la chambre. Donc, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur la décision, mais ce qui est sûr, c'est que quand on voit l'État, comment elle a récupéré après, et Jade est très en colère. C'est vraiment l'un de ses combats. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'il y a eu cette décision. Elle est au courant, Jade? Elle est totalement au courant. Et c'est quelque chose que dans tout ce qu'elle a traversé, c'est la chose qui passe le moins. Le fait que des experts, parce que c'est des experts, c'est des sachants, quand même, quand on est devant les blouses blanches, je veux dire, on est face à une autorité. Et puis, quand même, pour déclencher cette réunion, réunir toutes ces personnes dans cette pièce, te mettre au milieu quand tu es un sachant, comme tu dis, et dire à un père, bon alors maintenant, vous devez prendre cette décision de débrancher et d'enlever la vie à votre fille. C'est ça. Ah, mais c'est ça. Je comprends que Jade, aujourd'hui, ait du mal avec ce moment-là et qu'on t'ait infligé ça aussi. Parce que je pense qu'elle pense beaucoup à toi elle aussi. pense à tous ceux, oui, à sa famille. Elle sa pense maman aussi. Oui. Parce que... Elle pense à tout le monde de sa famille. Et puis surtout, ce qu'elle raconte, ce qu'elle écrit, c'est que... Alors, c'est difficile à comprendre pourquoi, mais elle a le souvenir de son coma. Elle, quand elle décrit son coma... Elle vous entend? C'est ce qu'elle dit. Elle entend. D'accord. Elle entend. Elle décrit le coma comme un rêve où elle perçoit des choses, elle le décrit comme quelque chose où elle sait que quelque chose de grave s'est passé, qu'elle doit attendre parce qu'elle n'arrive pas à prendre la main dessus. Et même, elle décrit le fait quasiment d'avoir le choix. D'avoir le choix de rester. Ou de partir. Et elle a toujours décidé, cette petite Jade, de rester. Parce que... Ah oui. À partir de quand, par rapport à ce jour-là, les choses vont évoluer? Alors, ce qui est fou, c'est que c'est même pas une semaine après la proposition de débranchement, et c'est très frustrant parce que je ne suis pas le seul à raconter ça, c'est que des fois, on voit des choses se passer, on le dit au personnel médical, oui. Et le personnel médical dit oui, mais
Vous faites C'est le décider. corps qui fait Oui, ça. vous faites voilà, c'est ça. Ouais. Il y a un doigt qui bouge, mais non, c'est les nerfs. Voilà, ça veut rien dire, Ouais, c'est ouais. vous qui vous faites des idées. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que je prenais le téléphone où il y avait des photos d'elle, je lui présentais et elle en trouvait les yeux et on sentait les yeux qui bougeaient pour voir l'image. Donc ça, c'était une semaine après la proposition de débranchement. C'est ça qui est quand même assez fou, hein, ça paraît bizarre. Et en fait, c'est à partir de là qu'on voit des petits signaux qui, de la mi-septembre jusqu'à décembre, là, en fait, décembre, c'est le moment où elle retrouve sa conscience. Mais de mi-septembre à décembre, tous les jours, on a des petits signes. Comme tu dis, bouger le pouce, bouger un tout petit peu la tête par rapport à la voix. Et est-ce qu'il y a, parce que je connais rien, je te pose des questions Non, un peu naïves, est-ce qu'il y a un appareil, genre un encéphalogramme qui teste si le cerveau recommence à travailler, si ça... Alors, non, la question est bonne, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse. Sur le cerveau, justement, c'est là où Jade comment dire, est assez furieuse. Elle ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu justement de tests plus poussés Oui. pour voir que le cerveau est en marche parce qu'il marchait. Hein. Elle le décrit, elle ne s'arrête jamais en fait. Hein. Elle dit qu'elle ne dort pas. Dans le truc qu'elle vit, elle ne dort pas. Donc, c'est constant. Non, ce qu'il y a, c'est le rythme cardiaque, je dirais, de base et tout ça, mais il n'y a rien par rapport au cerveau. Non, il n'y a rien qui est pisté ou qui est traqué par rapport au cerveau. En gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que Jade, elle est comme enfermée dans son corps. Ah mais complètement. Et elle ressent tout. Elle ressent tout. Il y a un moment, elle dit qu'elle veut dire qu'elle est là, mais qu'on l'entend pas. Et en fait, ce qui est là, c'est le côté plutôt magique et beau de l'histoire, c'est que quand elle se réveille, alors on communique avec des lettres qu'elle montre du doigt. Elle dit: je suis revenue parce que j'avais peur que vous m'oubliez. Donc elle s'est battue sans cesse parce qu'elle sentait bien qu'il y avait un moment une tentative de débranchement. Elle avait peur qu'il se passe quelque chose. Et en fait, il y avait cette urgence et elle a réussi à émerger. Mais c'est très conscient. C'est qu'à peine elle a eu la conscience, elle le dit. Ça, c'est quelque chose qui fait froid, qui est magique. Un courage. De toute façon, cette petite, elle est courageuse. Et de toute façon, je sais que vous allez être plusieurs à lui écrire parce qu'elle va avoir besoin de vos encouragements. Parce que attendez la suite. Parce que Jade, aujourd'hui, vous vous en doutez, va mieux. C'est pas encore ça, mais à un moment, Jade, elle va sortir de ce corps. En tout cas, elle va réouvrir les yeux, recommuniquer. Oui. Comment ça se passe? Parce que je suppose que tu en gardes un souvenir. Mais c'est très émouvant. C'est-à-dire que elle commence des fois à ouvrir les yeux, à bouger la tête. Mais il nous faut quand même une quinzaine de jours pour réaliser qu'elle n'entend pas. Et ça a été un choc assez fort parce que, en fait, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a le tronc cérébral lésé et donc elle a une surdité, mais corticale. C'est pas les tympans qui fonctionnent pas. Ouais, non, les nerfs sont intacts. Voilà. C'est dans le cerveau que ça a été touché. Voilà. C'est-à-dire que le son peut rentrer, mais il n'est pas traduit, en gros. Voilà. C'est incroyable, ça. C'est incroyable et c'est surtout très pénalisant. Donc ça on le réalise. Donc c'est une énorme, comment dire. Elle qui aime la musique, qui adore la musique, le piano, oui. Et puis surtout, et on le vit toujours, hein, parce que c'est toujours le cas, pour communiquer, c'est très frustrant parce qu'on a un niveau de communication qui existe, mais qui est faible. C'est l'écriture. C'est l'écriture, voilà. Donc, à un moment, c'est l'ami de sa sœur qui a trouvé ce système. Il avait mis des lettres sur une grande pancarte, et on dépassait le doigt, et elle a été quand même dans un état assez grave. Restreint, ouais. Et elle levait le doigt pour dire stop. D'accord. Et quand elle le levait 2 fois de suite, on avait connu un code, ça voulait dire espace. Donc c'est comme ça, lettre par lettre, qu'on faisait des phrases, qu'on réécrivait à côté, qu'on validait avec elle. D'accord. Et c'est comme ça qu'elle nous dit, c'est avec cette méthode-là qu'elle nous dit: je suis revenue parce que j'avais peur que vous m'oubliez. Et il y a aussi un truc qui pour moi compte beaucoup, mais qui est aussi une zone d'interrogation, c'est quoi qu'il arrive, j'aurai un enfant. Et c'est pour montrer quand même l'état d'esprit de Jade. C'est quand même quelque chose qui est incroyable. Moi, Jade, avant ce 5 août 2022, c'est une combattante. Elle est déterminée dans tout ce qu'elle fait. Lumière, c'est une étoile filante, quoi. Ouais. C'est la vie. Hein. C'est énorme parce que ça fait place à un épisode qui a duré que 2-3 jours, où là, ça a été immensément dur en tant que parent, pour tout le monde, d'ailleurs, pas que pour les parents, c'est qu'elle faisait des signes comme ça. Avec la main qui lui restait, elle demandait, elle le disait, elle avait fait écrire: c'est tue-moi. Et ça, c'est un enfer. Ça, c'est un enfer. Elle ne voulait plus vivre. Elle venait juste de récupérer sa conscience, et là, elle ne voulait pas. Ce qui, quelque part, on peut comprendre. On se dit, combien de fois, je l'ai peut-être dit moi-même, on dit des fois, si je ne peux plus me lever, si je suis handicapé, je préfère que vous me laissiez mourir. Ouais. Des fois, on a ce réflexe, parce qu'on ne connaît rien. Oui, on le dit. On le dit s'il m'arrive un truc comme ça, s'il te plaît, en toute ignorance. Fais-moi une piqûre et au revoir tout le monde. Ouais. En toute ignorance et puis sans réaliser.
Et donc, quelque part, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on en vient à douter de ses propres choix. Mais ce qui est admirable, c'est que passé ce moment-là qui a duré 3 jours, c'est plus jamais revenu. Elle est toujours allée vers l'avant. Et c'est elle qui a une détermination très, très forte. Et quand j'en parle, alors ça se sent, je suis plus positif parce que il y a eu pendant 1 an des progrès quasiment tous les jours. Mais tu sais, on se parlait régulièrement et je sentais les progrès de Jade. On se parlait une fois tous les 2 mois à peu près. Hein, et je sentais les progrès de Jade avec ton état aussi. Parce qu'à chaque fois, je te sentais plus à nouveau dans la vie, plus à nouveau dans le combat, plus sur tes 2 jambes. Parce que Jade est revenue tout de même à un niveau aujourd'hui. Alors aujourd'hui, la situation, dans la réalité, donc, elle a plus de 80% invalide. Concrètement, ça veut dire quoi? Elle est paralysée à droite. Paralysée à droite. Voilà, elle ne marche pas. Oui. Elle a ce qu'on appelle une ataxie à gauche. Alors une ataxie, c'est des tremblements un petit peu comme la maladie de Parkinson. C'est pas pareil, mais c'est le même symptôme. Elle a la main qui tremble. Mais quand on dit la main qui tremble, il y a aussi le cerveau, la tête qui bouge et les yeux qui tremblent. Donc pour lire, elle a beaucoup de mal parce qu'elle a tous ces tremblements qui l'empêchent. Et quand elle communique, elle tape sur l'iPad, mais avec un seul doigt, parce qu'il faut bien viser, donc ça demande un effort incroyable, parce que des fois, forcément, ça tombe à côté. Elle n'entend pas. Donc, voilà. Par contre, ce qui est admirable, c'est que par rapport à quand j'ai cette image d'elle dans le lit à Pointe-à-Pitre, elle bouge, elle peut quand même bouger sa main. Elle arrive, elle parle, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle parle? Oui, parce qu'elle n'a pas parlé pendant plus d'1 an, quasiment 1 an et demi. Elle parle sans entendre. Ça c'est quelque chose, j'arrive même pas à comprendre comment elle fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que lorsqu'on a eu un trauma comme ça, les gens ne savent même plus respirer normalement. Il faut d'abord qu'ils arrivent à retrouver une façon de respirer. Et pendant 1 an, elle n'a pas pu déglutir normalement, donc elle n'avait pas le droit de manger des aliments normaux. Elle mangeait des aliments spécifiques. Elle lit? Elle lit, oui. Elle lit beaucoup, oui. Elle lit beaucoup, alors en caractère... Mais bon, ça au moins, c'est... Ah oui, elle lit beaucoup et elle écrit. C'est la seule distraction, je dirais, qu'elle a, oui. À laquelle elle a le droit. Elle ne peut pas... Si, elle peut regarder des séries sous-titrées. Sous-titrées, bien entendu. On va au cinéma aussi regarder en sous-titré. Elle te fait plus jamais ce geste? Non. D'accord. Non, plus jamais. Non, elle est vraiment dans le combat. Elle est plus dans... Elle, comme elle décrit son combat, elle a déjà gagné. Pour elle. Le combat qui était de rester en vie, il est gagné. Et maintenant, comme elle dit, ce sont ses mots. Moi, je n'ai pas les mêmes. Hein. Ça, c'est sa perspective. Donc, son combat est terminé. Et maintenant, elle est plus dans j'avance. Voilà, c'est ce qu'elle dit. J'avance. Okay. Et là, je fais un petit aparté pour vous qui nous regardez, s'il vous plaît. Avancez avec Jade et écrivez-lui, parce qu'elle verra cette vidéo que nous allons faire sous-titrer pour elle, pour qu'elle elle écoute le témoignage de son papa, mais elle verra aussi tous vos commentaires. Et je vous promets que cette petite, elle a tellement déjà fait preuve d'une niaque, d'une envie de vivre et de faire quelque chose de sa vie, parce que on en est, comme l'a dit Jean-Marc, ça fait 3 ans maintenant. Les choses peuvent encore évoluer, puisqu'il y a 3 ans, des sachants, des spécialistes la donnaient morte, je vous rappelle. Donc il peut se passer encore plein de choses. Et vous pouvez jouer un rôle là-dedans. Je le sais parce que pour la connaître un peu à travers Jean-Marc, je sais que tout ce que vous pourrez lui écrire la touchera. Aujourd'hui, donc, est-ce que les médecins, en qui tu as dû perdre une certaine confiance quand même, mais il faut croire en les médecins quand même, parce qu'il reste quand même ceux qui savent plus que nous. Oui, tout à fait. On te dit quoi? On te dit que ça peut encore évoluer? Est-ce que ça peut... Puis il y a la recherche aussi. Il y a la recherche. Toujours, il y a l'intelligence artificielle qui, paraît-il, fait des miracles. C'est une bonne question. Ça n'a pas changé de stratégie par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que pour les médecins, c'est toujours la politique du pire, quoi qu'il arrive. Et si c'est mieux, c'est une bonne nouvelle. Donc, si on écoute les médecins, non, elle ne marchera pas. Non, ça évoluera pas. C'est terminé. La seule qui est plus mesurée dans ses propos, c'est la neuro-ORL qui dit on ne sait pas. Ça peut très bien revenir. Il y a des connexions qui pourraient se refaire pour entendre. Elle dit on ne peut pas être sûr à 100% qu'elle n'entendra pas. Mais la neuro-ORL, ça reste quand même celle qui connaît le mieux le cerveau. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que le cerveau reste quelque chose qui n'est pas encore tout à fait... Ah oui, non, là, on sent bien qu'on est sur des terrains inconnus. Oui. D'accord. Donc, nous, on ne perd pas espoir. Jade fait beaucoup d'exercices de visualisation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que certains sont arrivés à faire jusqu'au bout, c'est-à-dire c'est tromper leur cerveau. C'est-à-dire de lui mentir pour lui faire croire, par exemple, que la main droite fonctionne. Alors, pour faire ça, il faut imaginer une séquence spécifique de sport ou quelque chose qu'on a fait par le passé et s'imaginer en train de le revivre. Et à force d'insister, il y en a qui sont arrivés, ils arrivent à retrouver
un petit peu de mobilité parce qu'il trompe le cerveau et finalement, ça recrée des liaisons nerveuses. Donc, elle fait beaucoup d'exercices comme ça. Alors, elle arrive un petit peu à bouger sa jambe paralysée parce qu'elle est paralysée, mais en même temps, elle arrive à la soulever. Donc tu vois que ça, Ah, il y a des choses qui se passent, oui. ça évolue. Oui, il y a des choses qui se passent. Et au niveau de l'oreille, ça bouge parce que des fois, elle est très gênée, des fois, elle est moins gênée, mais c'est quelque chose qui évolue. Donc, de toute façon, honnêtement, je m'accroche à ça, hein, parce que moi, contrairement à Jade, moi, je dirais pas que le combat est terminé pour moi. Je suis toujours Non, mais t'es à fond, toi. T'es oui, à côté d'elle. oui, je suis à côté d'elle et puis j'ai toujours l'espoir. Il faut qu'elle revienne. Pour moi, c'est presque égoïste à la fin parce que il y a une partie de ma vie sur laquelle je m'interdis d'avancer parce que. T'avances un peu plus, Jean-Marc. Oui, Je te le dis. oui, d'accord. Parce qu'il il y a 3 ans, tu n'avançais Ah plus non. du tout. Il y a 2 Mais ans, ça, je réalise pas toujours. tu n'avançais presque pas. Mais depuis quelque temps, je trouve que tu t'es autorisé Oui. d'avancer encore un peu. Parce qu'en plus de ça, je pense que Jade t'a communiqué aussi qu'il fallait que tu vives et que tu avances aussi. Mais Jade me l'a communiqué. Elle me gronde aussi si je bouge pas Eh oui. vers l'avant parce que ça Parce l'aide que pas. tu es important pour elle. Oui, oui. Et puis ça l'aide pas surtout. Voilà, il faut que tu ailles bien. Ouais, ouais, si elle a un papa qui est au fond du seau, ça l'aide pas du tout. Et puis, elle veut être acceptée telle qu'elle est aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'elle me fait comprendre clairement. Ouais. On arrive à trouver des mots de complicité, il y en a. Mais là où moi j'ai du mal, même si ça va mieux, alors je le raconte souvent, c'est il y a toutes les étapes qu'en tant que père, on connaît et qu'on a envie de vivre. Déjà, elle avait une fois son salaire, mais c'est terminer ses études, faire son dernier stage, le copain, la célébration dans la fin des écoles, avoir un enfant, tous ces trucs-là, toutes ces choses pour moi, je ne dis pas que c'est terminé, on ne sait pas, mais il y a toutes ces choses-là, je les avais tellement anticipées que je n'arrive pas à y renoncer. Honnêtement, je ne suis pas encore à ce stade-là de me dire, il faut se laisser. Il y en a qui m'écrivent et qui me disent, il faut croire, alors, des fois en Dieu, mais je dis, il faut croire, il faut avancer et se projeter. Il y a forcément des bonnes nouvelles dans tout ça. Même si je suis plus positif qu'avant, j'ai du mal à mettre une croix sur ces moments de famille. Moi, je veux les vivre. Mais c'est ton ami qui te parle. Il y a 3 ans, tu voulais mourir. Ah oui, ça oui. Donc aujourd'hui, tu as du mal à faire une croix là-dessus. Et en même temps, moi, tu sais, j'ai toujours dit à ma fille, toujours, il y a toujours de l'espoir. Comme j'ai toujours dit à tous les gens que j'ai interviewés et qui étaient dans le dur, il faut toujours garder l'espoir. Parce que de toute façon, l'espoir, c'est, tu vois, pour moi, c'est comme la première marche de l'escalier. Si tu n'as pas cette première marche-là, t'es baisé. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'avanceras pas, tu n'avanceras plus. Donc du coup, il y a toujours l'espoir. Il faut toujours garder l'espoir. Et puis, j'ai envie de te dire qu'elle est l'espoir incarné. Elle s'est battue. Elle a dû en avoir dans sa petite caboche et enfermée dans son corps de l'espoir, Jade, pour faire tous les progrès qu'elle a fait. Donc, au même titre qu'elle a fait ses progrès, tu arriveras à faire des croix ou pas sur certaines choses. Mais finalement, ce qui est important aujourd'hui, pour moi, c'est de te voir avancer et de voir que tu as le sourire et puis qu'il se passe des choses dans ta vie, à toi, qui sont ta vie et qu'on garde pour nous parce que ça ne regarde pas tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Je voudrais quand même qu'on prenne le temps aussi de parler, parce que j'ai toujours, tu sais, ce côté militant, ce côté de vouloir un peu redresser les lignes qui sont un peu tordues et me farcir un peu tous ceux qui, dans des situations comme celle-là, n'ont pas fait leur boulot ou n'ont pas fait comme il fallait. Il y a 2 jeunes gens avinés ce jour-là, ayant loué un scooter des mers, pas dans les normes, à une entreprise. C'est quoi cette entreprise? Est-ce qu'elle avait l'autorisation de... Oui, ils avaient l'autorisation. Bon, mais en tout cas, elle n'a pas loué ces jet skis comme elle aurait dû les louer. Donc, elle est fautive et elle est à l'origine de ce drame. Comment la justice, comment s'est-elle positionnée par rapport à tout ça? Alors, au départ, la justice n'a considéré que le cas du conducteur, d'ailleurs. Pas des deux. Du conducteur, et c'est tout. D'accord. Et ça a été une des raisons, je dirais, entre autres, de l'infarctus que j'ai eu, parce que l'avocat de Jade voulait juste accepter ça, et moi, j'ai dit, c'est impossible. On a une société qui n'avait pas fait ce qu'il fallait dans les règles, qui était au courant que les 2 conducteurs avaient bu, qui ne sont pas du tout venus à son secours lorsqu'on était sur la plage. Tu ne m'as pas parlé à l'époque aussi d'une société qui était proche des gendarmes, parce que là-bas, c'est une île, en Guadeloupe. Je suis allé, mais je suis allé aux Antilles, j'ai vu un peu comment ça se passait. Je suis à moitié corse, donc je sais qu'à un moment, il y a
obligatoirement, il y a des liens qui Ah, se mais il y a créent des entre liens, les tout à gens, fait, et oui, puis tout à fait. et je te paye un coup, et tiens, tu veux faire un tour de jet ski, bah vas-y. Et puis bah, à un moment, Exactement. quand il y a un truc comme ça, le gendarme, il va regarder à droite au lieu de regarder à gauche. Mais on est là-dedans parce qu'en fait, alors on l'avait déjà fait avec toi et je le refais, c'est que je suis toujours à la recherche de témoignages parce qu'en fait, les gendarmes n'ont pris aucun témoignage. Ils ont relevé aucun numéro de téléphone, aucun nom de personne sur la plage pour dire ce qui se passait parce que ce qui s'est passé sur l'eau, bien entendu, il y avait pas de témoin, c'était trop loin, en dehors des protagonistes, donc les deux conducteurs, le moniteur, Jade et moi. Mais sur la plage, il y avait plein de témoins qui ont vu ce qui s'est passé et qui ont vu aussi que cette société n'a rien fait et qui ont vu le comportement. Mais les gendarmes n'ont pris aucun numéro de témoin. Alors vous qui nous regardez, vous qui allez tomber sur cette vidéo, s'il vous plaît, quand vous écoutez le combat qui a été celui de cette petite Jade, le courage qui a été celui de cette petite Jade, et puis celui de son père aussi, parce qu'il fallait tenir debout. Le 5 août 2022, aux alentours de 16h30, si vous étiez sur cette plage de Guadeloupe qui s'appelle Le souffleur, Le Souffleur, ouais, à Port-Louis. c'est important pour la justice que vous puissiez apporter votre témoignage. Si vous avez vu ces deux gamins boire, si vous avez remarqué quelque chose d'anormal, si vous étiez là, faites-le pour Jade et faites-le pour Jean-Marc aussi. C'est important. Et puis, ça fait partie de nos devoirs d'hommes et de femmes qui contribueront à ce que justice soit faite autour de tout de même la vie saccagée d'une petite pour laquelle tout s'ouvrait. Alors maintenant, sa vie est autre, mais la justice aujourd'hui, elle en est où? Est-ce qu'il y a eu un procès? En mars 2024, le conducteur a été condamné à 2 ans de prison avec sursis. Donc bon, il ne va pas en prison. Il a fait appel. Et ce même jour, ils ont décidé de disjoindre les affaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont jugé que le conducteur. Ils se sont déclarés incompétents pour juger la société de jet ski et le moniteur. Aujourd'hui, donc, c'est censé être du côté de Cayenne, qui est le tribunal maritime spécialiste, de statuer. Mais depuis fin mars, et c'est ce qui me rend fou, et c'est aussi important d'être avec toi aujourd'hui pour ça, pour faire bouger les lignes, il ne se passe rien, pas de son, pas d'image. C'est-à-dire que quand je dis rien, il n'y a pas un courrier, il n'y a pas une date encore de poser. Ton avocat les relance, je suppose. Les relance, on n'a aucune nouvelle nulle part. Et c'est quelque chose qui est un petit peu comme dans le parcours médical est très difficile déjà quand on est victime, c'est qu'on a l'impression vraiment d'être dans un no man's land. Tout le monde est indifférent. Moi, je ne sais pas comment te dire autrement. On ne sait pas ce qui va se passer. Moi, je vais te le dire autrement. Tu vois, quand on s'appelle Monsieur Aleno, par exemple, je vous parle à vous, et que on reçoit des ministres, des vedettes, qu'on a le talent que cet homme a, mais qu'on vit un drame comme il a vécu, et qu'on fait bouger les choses, les lignes. Là, les politiques se bougent pour légiférer sur le droit routier. Jean-Marc, il est de Bordeaux, personne ne connaît. Jade, pareil. Mais c'est exactement la même chose. 2 gamins, l'un est mort, hein, le fils de M. Aleno est mort. Jade aurait très bien pu mourir. C'est ça. Le combat de Jean-Marc aujourd'hui, et d'ailleurs tu m'as parlé De M. Manot, oui. de M. Manot aussi, du côté d'Arcachon, qui a C'est perdu son fils, son fils. qui est mort, malheureusement. Voilà, lui est mort. Il faut légiférer sur ce droit. Voilà, comment se comporter sur la mer ou sur les étangs d'eau. Et il est temps que cette justice bouge. Donc à Cayenne, on va obligatoirement voir cette vidéo aussi, quoi. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Qu'est-ce que vous faites? Votre métier aujourd'hui, c'est de répondre à ce père, c'est de répondre à cette gamine qui attend de vos nouvelles, qui attend qu'on juge de cette situation tout à fait anormale et qui est un véritable scandale, parce que ça devrait être déjà jugé. Est-ce que Jade a reçu une indemnisation Alors, quelconque? en France, on a la CIVI, c'est-à-dire que c'est plutôt un organisme d'État Oui. qui permet aujourd'hui à Jade d'avoir des auxiliaires de vie donc pour sa vie aujourd'hui dans son appartement. Mais elles peuvent être contestées à tout moment. On n'a pas l'intervention des assurances parce qu'il n'y a aucun jugement. Donc, au-delà du temps qui est long, c'est qu'il y a un risque économique et financier qui est réel parce qu'aujourd'hui, vivre comme Jade vit, il faut le dire, c'est une dépense qui est importante parce qu'elle a 24. Bien sûr. 24 heures d'assistance par jour, tout le temps. Elle n'est jamais seule parce qu'elle n'a aucune autonomie. Et ça, il faut qu'on ait des coupables clairement définis pour que les assurances puissent prendre le relais et qu'elles puissent être
entre guillemets sécurisé, parce que là, on n'est pas sécurisé, parce qu'à tout moment, la CIVI, donc la Caisse d'indemnisation victime, peut s'arrêter de verser. Mais la CIVI, c'est l'État. C'est l'État. OK. C'est nous. Et l'État, voilà, il y a des gens qui travaillent dans cet État aujourd'hui qui nous regardent. Alors, si ça vous plaît de payer, les gars, pour d'autres, OK. Même si vous payez avec notre argent. Parce que je le rappelle, c'est l'argent de nos impôts qui paye la CIVI. Aujourd'hui, on a clairement une situation où une gamine de 20 ans se retrouve handicapée à 80%, et dans les conditions que vous avez entendues, avec des responsables. Il y a d'abord le conducteur du jet ski, qui est responsable. Mais il y a l'entreprise qui louait ces jet skis, qui a manqué totalement à son devoir de faire signer déjà une assurance. Parce que lorsque on loue des jet skis, il faut faire signer une assurance qu'on paye en plus de la location. Il fallait remplir les conditions de sécurité. Donc, il y a des responsables. Et je pousse plus loin pour vous aider un peu. Ces gens-là, en Guadeloupe, étaient assurés. Quand on est entrepreneur aujourd'hui et qu'on loue des jet skis, on est assuré. Ça veut dire aujourd'hui qu'il y a un assureur, une compagnie d'assurance que cet entrepreneur payait depuis, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, depuis le temps qu'il existait. Et bien ce jour-là, il y a eu un accident et l'assurance, elle est là pour payer. Parce que... Et tout le monde se renvoie la faute. Tu sais, les assureurs aussi aujourd'hui, mais on parlera de vous, les assureurs aussi, vous inquiétez pas, vous êtes au menu de mon monde. La nouvelle race d'assureurs ne veut plus payer. Oui. Tu leur files plein de thunes, mais quand il y a un problème... Ils sortent plus rien. Non, ils sortent plus rien. On ne va pas vous lâcher. On va continuer à parler de Jad, on va continuer à parler de ce qui s'est passé ce 5 août 2022 sur la plage du Souffleur en Guadeloupe. Je vous promets qu'on ne lâchera pas. Il faut que justice soit rendue à cette jeune fille. Il faut que justice soit rendue à son père, à sa mère aussi, et à toutes celles et ceux qui aiment Jad. Et puis, il en va de la logique. Ce jour-là, plusieurs personnes ont manqué à leur devoir. Et c'est une gamine de 20 ans à l'époque qui en a fait les frais. La prochaine étape, en fait, parce que, à part le silence radio de Cayenne, c'est ça que tu attends aujourd'hui, Jean-Marc? C'est ça que j'attends. Et puis, dans la prochaine étape, c'est continuer, on continue sans arrêt, des approches innovantes un petit peu pour essayer d'aider Jad. La prochaine étape, c'est continuer la rééducation qu'elle a suspendue pour les vacances d'été, qu'elle reprenne et puis qu'elle continue à rentrer davantage encore dans sa vie, puisqu'elle fait beaucoup de choses comme avant, quand même. Je veux dire, elle fait des activités comme tout le monde. Et voilà, donc la prochaine étape, c'est passer comme tu as dit, à la marche suivante et toujours monter, et jamais s'arrêter sur l'escalier de l'espoir. De l'espoir, vous en avez, parce que vous avez sacrément fait preuve, toi et elle, d'une force de vie incroyable. En tout cas, moi, qui m'inspire et qui, je suppose, va inspirer beaucoup de gens qui vont découvrir votre histoire à tous les deux. Merci beaucoup d'être venu, parce que je sais que tu as un emploi du temps en plus très serré de Bordeaux, mais merci d'être venu nous voir. Merci à et toi puis, pour ton aide permanente. Non, mais comme je te l'ai dit, on ne lâchera pas. Voilà. Et puis vous non plus, vous ne lâcherez pas. Être militant, c'est aussi pour le bien des autres, et c'est aussi pour ça que cette chaîne existe. Merci de nous avoir suivis. Puis surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Salut.